Les signataires de l'engagement collectif. On a vu que le signataire associe toujours les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants à la signature d'un pacte du travail. On va voir quelles sont les entrées et les sorties possibles des associés et leurs conséquences. Sachant que l'associé signataire peut être une personne physique et une personne morale. Les sociétés interposées. On verra ensuite la transmission des titres et les opérations autorisées ou non. Les signataires. Si je signe un pacte du travail, j'ai forcément la qualité d'associé, afin notamment de recueillir le seuil de 34% des droits de vote ou des droits financiers. Un associé peut signer plusieurs engagements sur les mêmes titres avec d'autres associés et ou sur des titres différents. Dès lors que le seuil minimum de 34% est respecté pour chaque pacte, et bien sûr, la fonction de direction doit aussi être exigée pour chaque pacte. C'est d'ailleurs une solution pour consolider les pactes du travail. On va voir qu'on va signer des pactes dans tous les sens, c'est simplement du copier-coller. Voyons l'entrée, les conditions d'entrée et de sortie des associés, les personnes physiques signataires ou réputées signataires. Non, chez moi, tout le monde est signataire, personne n'est réputé signataire. Et dit réputé signataire, par exemple, le légataire, l'héritier, qui n'a pas encore des titres, mais qui risque de recevoir. Il est réputé signataire. Non, on va consolider le pacte du travail en associant tout de suite enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et on verra les sociétés interposées, la complexité des sociétés interposées. Entrée et sortie d'un associé. Entrée de nouveaux titres par un signataire. Non. Voilà. Alors, le pacte du travail, c'est un sac de billes. Voilà. On a un sac de billes, on met les titres qu'on veut à l'intérieur, chacun, allez, toi, et après, on ferme le sac de billes. Et coucher, pas bouger pendant 6 ans, sauf exception. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Alors, il y a eu des assouplissements qui sont apparus, mais c'est pas bon. On va voir. Donc, si j'ai 100 titres de la société, je suis propriétaire de 100 titres, et je décide de n'apporter que 50, le sac est fermé. Je ne peux pas rajouter des billes ensuite. Il va falloir que je resigne, si je veux, après apporter 50 autres titres au pacte du travail, eh bien, je vais avoir à signer un nouveau pacte, même avec d'autres associés, pour réunir encore 34%. Je pourrais y mettre les actions, les 50 premiers titres qui ont fait l'objet du premier pacte, certes, mais bon, le sac est fermé. On ne peut pas le rouvrir. Sauf, assouplissement, on peut accueillir un nouvel associé au cours de l'engagement collectif. Mais c'est une possibilité, mais c'est un piège. Pourquoi ? Parce que la fonction de direction doit être reconduite pour 5 ans, pour 2 plus 3. Donc, si un nouvel associé veut se joindre au pacte, il faut lui dire non, mais on veut bien t'accepter dans un nouveau pacte et on re-signe un pacte. Entrée du cessionnaire, oui, s'il apporte tous les titres qu'il a acquis. Alors, c'est aussi une souplesse qui a été apportée au cours des années du travail. Ça veut dire que un des associés vend ses titres au cessionnaire, et puis la vente des titres fait que on casse le seuil de 34% des droits de vote ou des droits financiers. Eh bien, si le cessionnaire apporte tous ses titres au pacte de travail pour respecter le seuil de 34%, à ce moment-là, on a toujours l'avantage du travail. Mais est-ce que le cessionnaire voudra bien apporter ? Et c'est l'ensemble de ces titres. Et l'engagement collectif doit être conduit pour 2 ans. Donc je repars à 0. Donc à la rigueur, il faut regarder, est-ce que c'est pas plus avantageux de re-signer un pacte du travail éventuellement ? Il faut regarder. Voilà. Dans tous les cas, l'engagement collectif doit être conduit pour 2 ans. Ça dépend quand rentre l'associé. Voilà. Ouais. Sortie d'un associé. Non, sortie d'un signataire, partiellement ou totalement. Si il sort, il va perdre
l'avantage du Dutreil. Il perd l'avantage du dispositif du Dutreil. Le cédant, même s'il cède un titre, alors, on est toujours dans la phase, dans la deuxième phase. Hein. Je rappelle, la première phase, c'est, je vais recommencer par ça peut-être. Première phase, avant l'engagement collectif de conservation, je fais ce que je veux sur les titres. Là, on est dans la phase entre la signature du Dutreil et la transmission à titre gratuit. Si l'un des signataires décide de sortir du pacte, même pour un titre, lui, il va perdre l'avantage du Dutreil. Il ne pourra pas en bénéficier. Bien qu'il n'y ait pas eu encore la donation, mais il perd l'avantage. Les autres le conservent dès lors que le seuil de 34% est respecté. 34% des droits de vote ou des droits financiers. Alors, voilà, je reprends la synthèse de la diapositive précédente. Est-ce qu'on peut remettre de nouveaux titres dans le sac de billes? Non, il est fermé. Bon. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de signer des Dutreil. Sauf exception. Sauf pour les titres remis par augmentation de capital, par incorporation des réserves. Bon, ouais. D'ailleurs, il faut faire attention dans les augmentations de capital et le pacte Dutreil. Est-ce que je fais une augmentation de la valeur nominale ou une augmentation du nombre de titres? Bon, il faut regarder. Bon. C'est pas neutre, hein. Voilà. Même pour les plus-values futures. Bah oui, je fais une augmentation de la valeur nominale. Je garde l'antériorité des titres, de la durée. S'il y a un avantage qui est consenti pour une durée de détention, c'est mieux. Si je fais une augmentation par l'émission de nouveaux titres, bah comment suivre dans le pacte Dutreil? C'est de nouveaux titres. Bon. Bon. Donc j'ai plutôt tendance à recourir à une augmentation de la valeur nominale. Pas toujours, mais bien souvent. Augmentation du nombre de titres accompagnée d'une diminution de la valeur nominale. Voilà. Mais nécessité de signer un nouvel engagement collectif de conservation et on repart à 0 sur les 2 ans. Donc l'engagement est figé. Entrée d'un nouvel associé. Oui, on peut accueillir un nouvel associé. Notamment, c'est pour, éventuellement, si un associé s'est retiré, on casse le seuil de 34%, on fait rentrer un nouvel associé, c'est la seule raison. Hein. Et bien à ce moment-là, bon. Mais c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'engagement collectif doit être conduit pour une durée d'au moins 2 ans. Donc, entrée possible seulement au cours de l'engagement initial, avant la transmission, mais pas après. On ne sait pas. À mon avis, mais non, mon avis compte pas. C'est pas marqué, on ne sait pas. Donc, à mon avis, c'est au cours de l'engagement initial. Inconvénient de l'entrée d'un nouvel associé, eh bien, on a la perte de l'antériorité du pacte. Mais ça peut être intéressant si on doit respecter le seuil de 34%, c'est la seule raison pour accueillir un nouvel associé au sein du pacte. Entrée du cessionnaire pour l'ensemble de ses titres. Parce que le seuil de 34% n'est pas respecté, eh bien, pas de remise en cause de l'avantage, mais il faut repartir pour 2 ans. Sortie d'un associé ou la cession de titre. Cession à un non-signataire de l'engagement collectif de conservation. Hein, donc, voilà, on a signé un pacte entre plusieurs associés, et puis il y en a un qui cède le titre. Soit à un associé signataire, soit à un tiers. S'il cède à un non-signataire de l'engagement collectif, il perd le bénéfice de l'avantage pour l'ensemble de ses titres, mais les autres le conservent dès lors que le seuil de 34% est respecté. Voilà. S'il cède à des signataires, à des autres signataires, il va garder l'avantage du Dutreil. Possibilité pour un nouvel associé, on l'a vu pour le cessionnaire, de souscrire au pacte à raison des titres cédés, mais l'engagement collectif peut être conduit pour au moins 2 ans. Date de début de la reconduction. Voilà, mes questions. Sortie d'un associé. Les titres que l'associé retrayant conserve sont-ils pris en compte pour le seuil de 34% ou 20%? Non. Hein, on a vu qu'il perdait le bénéfice et l'avantage pour l'ensemble de ses titres. Donc les titres qu'il conserve, soumis à l'engagement, ne sont pas comptabilisés pour le seuil de 34%. D'où l'intérêt de souscrire plusieurs engagements.
sur les mêmes titres et sur des titres différents. On va le voir tout à l'heure. Si le cessionnaire souscrit, sa participation est comptée, mais l'engagement doit être conduit pour au moins 2 ans. Et date de début de la reconduction, soit à l'expiration de l'engagement initial ou à partir de la reconduction. Pour l'ancienne ISF, mais on ne sait pas si c'est reproductible, c'est la date de conclusion de la reconduction. Mais vous savez, on ne sait pas, parce qu'il y a des différences. Et il y avait des différences dans le trail ISF et le droit d'immunisation à titre gratuit. Ce qui était valable pour l'un n'était pas forcément valable pour l'autre. Un signataire qui est déjà associé ne peut pas soumettre de nouveaux titres. On a vu, c'est le petit sac de billes. Par contre, un nouvel associé peut lui souscrire au pacte. L'engagement collectif de conservation doit être reconduit pour 2 ans. Donc, le cessionnaire, lui, peut souscrire au pacte. Là aussi, l'engagement doit être reconduit pour 2 ans. Mais pourquoi cette différence de traitement? Allez savoir. Voilà. Donc, j'ai un nouvel associé peut souscrire au nouveau pacte. Le cessionnaire peut souscrire au nouveau pacte, sauf si il était précédemment associé signataire, puisqu'on a vu qu'il ne peut pas rajouter des titres au pacte. Et si l'ancien associé, enfin l'associé signataire, lui, ne peut pas soumettre de nouveaux titres. Si le cessionnaire est déjà signataire, peut-il apporter les titres acquis auprès du cédant? Oui, s'il s'agit d'une souscription au pacte et non d'un apport de nouveaux titres non soumis à l'engagement collectif de conservation. Le cessionnaire souscrit, l'acquéreur souscrit, il s'associe au pacte existant. Doit-il prendre l'engagement collectif de conservation pour tous les titres acquis, y compris ceux qui n'étaient pas sous l'engagement collectif de conservation, pour tous les titres qui étaient soumis à l'engagement ou pour une partie? La réponse, c'est l'engagement collectif à raison des titres cédés, afin que le seuil de 34% soit respecté. Donc, en principe, il acquiert tous les titres, y compris ceux qui n'étaient pas soumis à l'engagement du pacte du trail. Questions qui sont sans réponse. Concrètement, comment se matérialise la nouvelle adhésion? Faut-il enregistrer un acte? Je pense que oui. Le nouvel adhérent bénéficie-t-il des mêmes droits que les signataires? Peut-il exercer la fonction de direction? Puisqu'on a vu que c'était pas un des signataires de l'engagement collectif de conservation. Or, il rentre dans l'engagement collectif de conservation déjà signé, il n'est pas signataire de l'engagement collectif. Comment on fait? Je ne sais pas. On n'a pas la réponse. Cession à un signataire de l'engagement collectif. Alors là, on va considérer les 2 périodes, souvenez-vous. Les 2 premières périodes du pacte du trail, on est dans l'engagement collectif de conservation, on signe un pacte. Il y a la période entre la signature et la donation, la transmission à titre gratuit, et la 2e période de l'engagement collectif entre la transmission et la fin de l'engagement collectif de conservation. Cession à un signataire de l'engagement collectif, oui, entre la signature et la transmission à titre gratuit, non, entre la donation et la fin de l'engagement collectif de conservation. Attention, c'est la période la plus dure. Coucher, pas bouger, après la transmission à titre gratuit. Si là, il y a une opération sur titre, une seule, remise d'un titre soumis à engagement, remise en cause pour la totalité des signataires du pacte du trail. Souvenez-vous, le principe. J'ai reçu, je me suis engagé dans la règle de donation à poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme et je prends l'engagement individuel de conservation. Pour consolider les pactes, il est recommandé, ça dépend de la complexité bien sûr de la situation, mais il est recommandé de signer plusieurs engagements collectifs. Sur les mêmes titres et sur des titres différents. Alors il y a certains professionnels ou théoriciens, je ne sais pas, affirment qu'il est impossible de signer sur des titres différents. Mais bien sûr qu'il est possible de signer sur des titres différents, c'est la lecture indirecte des textes qui l'autorisent entre les mêmes signataires. Alors,
possibilité de signer sur des engagements, plusieurs engagements sur des titres différents, oui. Alors le texte ne l'interdit pas, et pour cela est-il autorisé? Alors on a vu au plan fiscal, tout ce qui n'est pas autorisé est en principe interdit, mais là, c'est autorisé indirectement. Parce que si je passe un pacte général et des sous-pactes, je fais bien des pactes sur les mêmes titres. Je prends le pacte en vert, un pacte général, je signe un pacte sur les mêmes titres, en jaune, eh bien, j'ai bien un pacte sur des titres différents. Donc, c'est autorisé. Je vais prendre un engagement général, un engagement collectif, celui qui est en vert, qui regroupe tout le monde, avec, n'oublions pas, un dirigeant, au moins 34% pour une entreprise d'un côté, des droits financiers ou de vote. Alors, mais si par exemple le dirigeant souhaite vendre un titre à un non-signataire avant la donation, si c'est après la donation, tout est remis en cause. Mais avant la donation, il perd l'avantage pour l'ensemble de ses titres. Et les autres n'ont plus que 30% de droits financiers ou de vote. Le pacte du travail, il tombe pour l'ensemble des signataires. Eh bien, on va pouvoir signer plusieurs engagements sur les mêmes titres. Le dirigeant signe un premier engagement en jaune et un deuxième engagement en bleu. Ses enfants détiennent 24% et 13% de droits financiers ou de vote, lui 50%. Si jamais il peut autoriser sa fille à sortir, s'il avait signé un engagement général, on aurait fait tomber le pacte. Ici, le pacte va pouvoir durer grâce au pacte en jaune. Voilà. Plusieurs engagements sur des titres différents, là aussi. Le dirigeant, par exemple, détient 50% des droits de vote ou financiers. Il signe sur 10% de ses titres et un autre pacte sur 40% de ses titres. Je regarde toujours, je regarde l'ensemble, les 34% des droits de vote ou financiers doivent être respectés entre les signataires du pacte. Et je peux, par exemple, vendre 40% de mes titres, puisqu'on a 10 plus 24 égale 34 avec le pacte en jaune. Je peux vendre 40% de mes titres avant le du travail. Je vais remettre en cause l'avantage de 40%. Ça peut faire mal, mais c'est le souhait du dirigeant. Bon, et il va conserver au moins l'avantage sur 10% de ses titres grâce à l'engagement en jaune. Donc on peut avoir plusieurs engagements et sur les mêmes titres et sur des titres différents pour consolider le pacte du travail. Toujours, attention à être attentif de respecter la fonction de direction pour chaque pacte et le seuil de 34%. Et si on fait ça, alors ça peut être dans les PME assez importantes, où on autorise les mouvements de titres, eh bien on va pouvoir mettre des pactes du travail en étoile, mais il faut s'assurer que la fonction de direction doit être respectée pour chaque pacte, et c'est là que la SAS offre un avantage, puisque si on nomme la personne morale présidente, et elle va l'être pour chacun des pactes, donc la fonction de direction sera respectée quoi qu'il arrive, quels que soient les mouvements, les entrées et les sorties des associés. La fonction de direction doit être remplie pour chaque pacte. Donc vive la SAS, avec la possibilité de désigner président une personne morale. Les personnes physiques signataires du pacte, ou réputées signataires, donc les ayants cause, héritiers, donataires, légataires, sont réputés signataires de l'engagement collectif de conservation. Non. Alors, la qualité d'ayant cause à titre gratuit n'est acquise qu'après la donation ou la succession. Même si je n'ai pas participé au pacte, je suis réputé signataire, mais c'est nul. Non, faites rentrer tout le monde. Avant la signature d'un pacte du travail.
Sinon, si je n'ai pas signé et que je reçois les titres, bien sûr, j'aurai l'exonération de 75%. Mais, plusieurs inconvénients. Les titres démembrés et usufruits d'une propriété, démembrement avant ou au moment de la transmission, l'engagement collectif doit être poursuivi. Si le démembrement a lieu avant la transmission, l'usufruitier et nu propriétaire doivent signer ensemble l'engagement collectif de conservation. Et s'il y a décès de l'usufruitier, donc extinction de l'usufruit, eh bien le plein propriétaire, l'ex-nu propriétaire, doit poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme. Le nu propriétaire devenu plein propriétaire n'a pas l'obligation de souscrire un engagement individuel de conservation, puisque on a vu que, enfin non, on n'a pas vu, mais lorsque l'usufruit s'éteint pour reconstituer la pleine propriété, il n'est dû aucun droit de mutation à titre gratuit. Ma précaution, pour moi, c'est, on ne sait pas, souscrire un engagement individuel de conservation. La fiscalité, ça bouge, non? Si jamais l'article 1133 est remis en cause, ben tiens, on ne sait pas. Donc quel est l'intérêt pour le nu propriétaire de souscrire à l'engagement collectif? C'est d'atteindre le seuil de 34% des droits de vote ou de financier et de pouvoir transmettre la nue propriété avec l'application du trail. Si les titres appartiennent à la communauté, eh bien, si l'un des époux est associé, il signe seul l'engagement collectif de conservation, et si les deux époux sont associés, un seul peut signer. La signature d'un engagement de conservation du trail est considérée comme un acte d'administration et non un acte de disposition. Si l'époux, en cas de décès de l'époux signataire, l'époux non signataire peut poursuivre l'engagement sur les titres reçus. Changement de régime matrimonial au cours de l'engagement collectif de conservation, maintien de l'exonération en cas de changement du régime matrimonial au cours de l'engagement individuel de conservation. Vous voyez, il y a des réponses, des rescrits, des jugements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pacte du trail fait l'objet de nombreuses contestations de la part de l'administration fiscale. Il y a intérêt à bien border les opérations. Les titres en indivision, dans ce cas-là, tous les indivisaires doivent signer, parce que chaque indivisaire a la qualité d'associé, sauf en présence d'un gérant de l'indivision. À ce moment-là, il peut signer seul à la place de l'ensemble des indivisaires. Mineurs et majeurs protégés, l'engagement collectif de conservation est un acte d'administration. Il peut passer seul, le représentant, peut passer seul les actes d'administration. Voici les régimes de protection de l'enfant mineur, avec une révolution, oui, une vraie révolution en octobre 2015 sur la gestion du patrimoine des majeurs, avec une beaucoup plus grande autonomie de la part des parents. Maintenant, l'administration légale regroupe que les deux parents et l'autorité parentale, ou qu'elle soit exercée par le seul parent. Ils ont les mêmes pouvoirs. Avant, il y avait distinction. Et il y a surveillance et contrôle par le juge aux affaires familiales, pour les actes notamment graves, les actes de disposition graves, tels que souscrire un prêt au nom de l'enfant mineur, apporter un immeuble au nom de l'enfant mineur, ou un fonds de commerce appartenant à l'enfant mineur. Là, il faut impérativement l'accord du juge des tutelles, le juge aux affaires familiales, pour ces opérations-là. La loi a consacré la liberté d'écarter le régime de l'administration légale dans l'acte de donation. Alors ça, c'est un trésor. Voilà. Et donc, on peut même écarter l'apport d'un immeuble appartenant à l'enfant mineur, parce que
l'apport d'un immeuble appartenant à l'enfant mineur relève de l'administration légale. Le texte dit qu'on peut exclure de l'administration légale. Si on exclut l'administration légale et on confie la gestion à un tiers administrateur, en lui donnant, il faut bien préciser ses pouvoirs, mais on peut lui donner tous les pouvoirs, attention au risque de donner tous les pouvoirs, eh bien il peut même accomplir seul les actes de disposition. Un élément important est apparu donc dans cette loi de 2015, c'est pour tous les actes qui concernent les actions. Sous l'Ancien Régime, était obligatoirement soumis à l'accord du juge l'apport d'un immeuble, par exemple, à société, ou la vente d'un immeuble appartenant à l'enfant mineur, contracter un prêt au nom de l'enfant mineur, et il est apparu une nouvelle condition, tous les actes concernant les actions. Oula, il faut l'accord du juge. Sauf si on a exclu le régime de l'administration légale. Et c'est ce qu'il est conseillé de faire. Sinon, si on a transmis un dutreil aux enfants des actions pour des montants significatifs, si on veut faire des opérations durant la minorité de l'enfant sur ces actions qu'on lui a données et qu'on n'a pas, dans la donation, écarté l'administration légale, il va falloir l'accord du juge, notamment, dans un truc, tiens, je décide de faire apporter des actions de l'enfant mineur à une holding. Accord du juge. Sauf si on a exclu l'administration légale dans l'acte de donation. Administration légale, donc la souscription d'un engagement collectif est un acte d'administration. Un seul parent peut signer si l'autorité parentale est confiée aux deux parents, ou bien sûr le parent unique également, sans l'accord de juge des tutelles. Personnes morales, les sociétés interposées, les holdings. Conditions des sociétés interposées. Pourquoi associer le descendant au capital de l'opérationnel avant l'engagement, la conclusion de la signature de l'engagement collectif? Et quelles sont les opérations autorisées et interdites en présence de holding? Conditions des sociétés interposées. On a vu. 2 niveaux d'interposition sont autorisés. Holding passive. Attention, pas si l'engagement collectif est réputé acquis. Ne me demandez pas pourquoi. Dans l'engagement collectif réputé acquis, premier inconvénient, la participation de la société interposée n'est pas prise en compte pour le calcul de 34% et ne peut pas bénéficier de l'exonération de 75%. Sauf si la holding était animatrice et qu'on a signé un pacte du travail sur cette holding animatrice. Alors, voici un intérêt de la société interposée, c'est pour autoriser certains associés à sortir de l'entreprise opérationnelle, plutôt que de faire racheter les titres par un associé, eh bien la holding, la société interposée, la société familiale, va organiser cette bourse d'échange et la société interposée va racheter les titres de l'associé retrayant. On est toujours dans la période entre la signature et la donation. Celle ici qui cède ces titres perd le bénéfice de l'avantage pour l'ensemble de ces titres. Et ces titres ne sont pas comptabilisés pour le seuil de 34%. Mais les autres signataires conservent l'avantage dès lors que le seuil de 34% est respecté. Et comme la société interposée lui a racheté, on a vu. Voilà. Donc, faire participer une holding à la signature du pacte pour au moins un titre, si l'objectif est de faciliter les cessions. Les sociétés interposées. Double niveau d'interposition possible, H1, H2. Mais, on l'a vu, si H1 est animatrice, le pacte du trade peut être signé sur H1 animatrice. 2 niveaux d'interposition possibles, quelle que soit la forme juridique et l'objet social. On va calculer le montant de l'abattement de 75% à proportion de l'actif brut de la société opérationnelle. La signature du pacte
doit être réalisé par la société interposée premier niveau. Le maintien en France fiscale me dit que il peut être signé un pacte du travail sur les titres de la holding interposée, mais ça n'a aucune validité, aucune valeur, aucun intérêt. Donc c'est la société interposée premier niveau qui doit signer, à moins qu'elle soit animatrice. Auquel cas, elle pourra signer un pacte du travail, bien sûr, mais on signera en plus un du travail sur les titres de la holding animatrice. Deux niveaux d'interposition, on va avoir l'abattement de 75% à proportion de l'actif brut de la société opérationnelle, quelle que soit l'importance de la participation détenue par les sociétés interposées, quelle que soit leur forme juridique et leur objet social, qu'elles soient animatrices, passives, allières, ALIES. Le signataire, c'est la société interposée premier niveau, qui doit signer le pacte du travail. Il n'est pas exigé que les titres de la société interposée soient eux-mêmes, fassent eux-mêmes l'objet de la signature d'un pacte du travail, bon, sauf si elle est animatrice. L'engagement est signé par le représentant légal. Attention, détenir toujours des titres de l'opérationnel. J'aime pas les situations où une holding détient 100% des titres d'une société opérationnelle, ou 95%. À moins que l'intégration fiscale se révèle intéressante, ce qui est assez rarement le cas quand même. L'intégration fiscale présente plus d'inconvénients que d'avantages. Dans la plupart des situations, pas toujours. Moi, je préfère être léger. Holding, ça fait l'objet d'un cours spécifique, mais j'aime bien quand la holding détient, par exemple, 5% du capital et des droits de vote des filiales. Pourquoi 5% du capital et des droits de vote? C'est pour bénéficier du régime Murphy et du régime des titres de participation. Mais sinon, j'aime pas le société interposée, les holdings. Ça coûte cher, je trouve. Exemple. Alors, pourquoi une holding? Bon, je sors un peu du sujet, mais voilà, j'aime bien que la holding détient 5%, au moins 5% du capital et des droits de vote de la société, de la FIE opérationnelle. Ça ne sert à rien d'aller plus. Et ici, j'ai des associés personnes physiques. Alors, c'est vrai que s'il y a un dividende qui remonte, celui-ci, il est taxé assez fortement. Bon, et donc on aimerait bien que le dividende puisse remonter ici. Ben oui, mais j'ai des solutions. Si c'est une SARL ici, ou une SAS, je peux très bien statutairement prévoir une répartition inégalitaire du dividende, et je vais pouvoir ici distribuer par exemple 95% du dividende, quand bien même la holding détient 5%. Il faudra expliquer pourquoi je fais ça. Mais il n'y a pas d'abus de droit. Enfin, la distribution inégalitaire du dividende est consacrée par une jurisprudence constante, unanime. Après, il faut regarder. Le risque, c'est, à mon sens, mais il n'y en a pas encore de décision en ce sens-là, c'est l'utilisation abusive du régime Murphy, qui est apparu il y a 2 ans. On n'en cause pas, mais à mon avis, ça peut être un risque. S'il n'y a pas d'utilité économique à verser un dividende à la holding, à ce moment-là, remise en cause, pas d'application du régime Murphy, donc le dividende serait imposé à l'IS, 28% ou 15% pour les premiers 38 120 €, plus une pénalité de 40%. Or, il faut toujours avoir une utilité économique de la remontée des dividendes à la holding, même si la holding détient une participation minoritaire au sein de l'opérationnel. Mais j'en ai plein, moi, des motivations économiques. Donc, pardon, j'en étais où? Oui.
Pour rappel, pour le calcul du seuil de 34% des droits de vote ou de droits financiers, ou des droits financiers et de vote, c'est 20% pour les entreprises de côté, on retient les titres détenus indirectement par les associés signataires de l'engagement collectif de conservation. Je rappelle, si les enfants n'ont pas signé le pacte du travail, ils ne sont pas signataires. Mais s'ils sont en présence ici de la holding, bah oui, mais leur participation indirecte n'est pas comptabilisée parce qu'ils n'ont pas signé le pacte du travail. Voilà. Regardez. Si l'enfant n'est pas associé de l'opérationnel, il n'est pas signataire de l'engagement collectif, la participation dans la société interposée ne bénéficie pas de l'exonération, il ne peut pas exercer la fonction de direction. Si c'est une SAS, oui, la holding peut exercer la fonction de direction, mais lui, il ne peut pas exercer, il n'a pas signé. Si l'enfant est associé de l'opérationnel, il est signataire de l'engagement collectif, sa participation dans la société interposée bénéficie de l'exonération, il peut exercer la fonction de direction. Le réflexe, associer tout de suite les enfants au capital de la société pour une action, pour une part. L'enfant n'est pas associé, il n'est pas signataire de l'engagement collectif, pas d'exonération. L'enfant est associé, il est signataire, exonération, pour sa participation indirecte. Voyons quelles sont les opérations autorisées et celles interdites au cours de l'engagement collectif de conservation. Peut-on apporter les titres de la société opérationnelle qui fait l'objet d'un engagement collectif de conservation à une holding? Peut-on céder les titres de l'opérationnel par la holding? Est-ce qu'on peut céder les titres de la holding? Et que se passe-t-il en cas de fusion, scission, absorption? Principe général et les exceptions. Les participations, alors il était prévu avec la loi Macron de modifier et d'assouplir tout ce dispositif plutôt nébuleux, ça n'a pas été fait. Donc il faut faire avec. Principe. Les participations doivent rester inchangées pendant toute la durée de l'engagement collectif et de l'engagement individuel à chaque niveau d'interposition. Et il y a des exceptions aux participations inchangées. Toutefois, la société interposée signataire, niveau 1, peut augmenter sa participation dans la société opérationnelle. Un signataire peut, on est toujours, je rappelle, toujours dans la période entre la signature et la transmission à titre gratuit. Sinon, je rappelle, et on va le voir, que toutes les opérations entre la donation, sauf exception, toutes les opérations entre la donation et la fin de l'engagement collectif sont interdites. Piqûre de rappel, souvenez-vous, j'ai reçu les titres, je me suis engagé à poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme, et j'ai pris l'engagement de les conserver ensuite durant 4 ans. Donc dans cette période, après la donation, impossible. Là, on est toujours donc dans la période entre la signature et la donation. La société interposée signataire peut céder des titres à un autre signataire de l'engagement collectif avant la transmission. Donc, apport des titres de l'opérationnel à une société interposée avant la transmission. Oui, dès lors que la holding a signé le pacte du travail, société interposée. Non, si la société interposée n'a pas signé le pacte. Donc, si j'ai une holding, effectivement, tout de suite, alors, dès lors qu'une holding préexiste avant la signature ou la création d'une holding s'avère très utile dans le pacte du travail. Faites attention. Il faut d'abord considérer, est-ce qu'on rentre dans l'engagement collectif de conservation réputé acquis? Non, puisqu'on a vu la participation détenue par la société interposée n'est pas comptabilisée et ne peut pas bénéficier de l'exonération. Or, si je crée la holding, là, elle ne peut pas être animatrice. Je ne peux pas signer un pacte sur la holding que je viens de créer. On va le voir, on a une jurisprudence qui disqualifie ce procédé. Pourquoi? On vient d'être créé.
L'administration fiscale, elle a dit au contribuable, apportez-moi la preuve qu'elle anime. Elle vient d'être créée, elle ne peut pas animer. Il faut au moins 2 ans. Voilà. Je ne vais pas attendre 2 ans pour mettre en place un pacte du travail, hein, avec le risque que la fiscalité bouge. Non. Bon. Donc, il faut regarder. Donc, s'il y a une holding, il faut impérativement qu'elle soit signataire de l'engagement collectif de conservation. Ici, notamment, je pourrais, entre la signature et les donations, apporter des titres à la société interposée premier niveau. Bon, je vous dis ça, mais moi, je ne fais jamais ça, hein, puisque, vous avez vu, j'attends pas. Je signe, je fais donner. Donc, je rentre tout de suite dans la période la plus dure. Mais j'ai averti mon client, puis on a réfléchi un peu avant à la stratégie à mettre en place. Donc, on s'est dit, pendant 2 ans, couchez, pas bouger, quoi. Voilà à quoi ça sert. À quoi ça sert tout ça? C'est des complications, opération autorisée ou pas. Ça justifie au moins la formation. Merci. Mais quand même, enfin bref, c'est bien compliqué quand même tout ça. Hein. Voilà. Et puis, j'attends. Plus j'attends, plus j'ai le risque de remise en cause, de changement de la fiscalité. Alors, oui, je peux apporter. Alors, avant la signature, quand apporter une holding? On va le voir, je vais me répéter. Avant la signature du pacte du travail, je fais ce que je veux, je peux apporter. Hein, on va faire un apport, un report d'imposition. J'apporte mon entreprise IS à une holding à l'IS que je contrôle, en report d'imposition. Et après, je redonnerai les titres de la holding. Tiens, un schéma qui peut être intéressant, on verra dans les stratégies. Et une fois que j'ai signé le pacte, et entre la signature et les donations, oui, je peux apporter une holding, mais uniquement si la holding, la société interposée premier niveau, a signé le du travail. Sinon, je ne peux plus apporter. Et en aucun cas, je ne peux apporter après la donation. Souvenez-vous, je me suis engagé à conserver les titres jusqu'à la fin de l'engagement collectif et durant l'engagement individuel de conservation. Donc là c'est le piège. Aucun apport holding à holding possible. Ça, niet. Ah. Sinon, remis en cause. Et l'administration fiscale, dans sa dernière BOFIP, le rappelle. 2012, la mise à jour. Enfin, la dernière réforme. Pas la mise à jour. Réforme. Cession de titres par la holding. Vente, apport, échange. Il faut distinguer. Société interposée premier niveau et société interposée deuxième niveau. Oui, avant la transmission à titre gratuit, la société interposée premier niveau, si elle est signataire de l'engagement collectif de conservation, peut céder ou acquérir de nouveaux titres. On a vu, hein. Principe. Les participations doivent rester inchangées à tous les niveaux d'interposition, sauf exception. On peut céder des titres de l'opérationnel entre associés. Ça ne remet pas en cause. Mais jamais une fois la transmission réalisée et la fin de l'engagement collectif. Là, couché, pas bougé. Cession de titres par la société interposée premier niveau signataire. Donc elle peut céder des titres de la société opérationnelle entre la signature et la transmission à titre gratuit à un autre signataire, personne physique ou personne morale. Voilà. Cependant, principe participation échangée, cependant, le dispositif n'est pas remis en cause dans l'hypothèse où la société signataire cède des titres à un autre associé signataire de l'engagement collectif, personne physique ou personne morale. C'est, une réponse ministérielle. Oui. C'est ça, le pacte du travail. C'est des modifications, des précisions au fil des années. Société interposée, deuxième niveau. Ne me demandez pas pourquoi. Non. En aucun cas, même toujours entre la signature et les donations, puisqu'on a vu qu'après la donation, de toute façon, rien n'est possible. Hein. Mais là, ne me demandez pas pourquoi, en aucun cas, l'associé de la société interposée, premier niveau, ni l'associé de la société interposée, deuxième niveau, peut céder des titres de la holding. Autant
La société interposée, on vient de le voir, peut céder des titres de la société opérationnelle, autant les sociétés holding ne peuvent pas céder des titres d'autres sociétés holding, ou les associés de sociétés holding ne peuvent pas céder des titres de holding. Attention. Voilà. Bon. Cession, acquisition impossible pour la société de la société interposée et pour la société interposée de deuxième niveau d'interposition. Fusion, scission. Non entre la signature et la transmission à titre gratuit. S'il y a des scissions et fusions, à ce moment-là, il faut re-signer un engagement collectif de conservation et on repart pour une durée de 2 ans. Oui, voilà, on a vu, une fois qu'on a donné coucher pas bouger, sauf exception, justement, eh bien, et voici les exceptions, on peut avoir certaines opérations en capital entre la transmission à titre gratuit et la fin de l'engagement collectif. C'est pratiquement les seules opérations autorisées, sinon tout est interdit. Les signataires doivent respecter l'engagement collectif jusqu'à son terme et les titres reçus en rémunération de la fusion sont conservés jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation. En résumé, pour les sociétés interposées, donc j'ai une opérationnelle, la fille opérationnelle, la signataire, l'associé signataire, c'est la holding, avec d'autres associés, premier niveau d'interposition. La société interposée, deuxième niveau, n'a pas à signer le pacte, il n'y a pas l'obligation de signer un pacte, et de toute façon on peut signer un pacte mais ça n'importerait rien. Sauf si, bien sûr, je le rappelle, si la société 1 est une société animatrice, mais si c'est le cas, elle n'est plus société interposée premier niveau. C'est H2 qui devient société interposée premier niveau si H1 devient animatrice au moment de la signature. Pas si elle devient, si elle est. L'associé de H1 et H2 en aucun cas ne peuvent... Alors, ils peuvent donner, bien sûr, puisqu'on a vu que pour la donation, on avait droit à 2 niveaux d'interposition. Mais en aucun cas, ils ne peuvent céder les titres de la société interposée, premier niveau, ni deuxième niveau. H1 signataire, oui, H1 peut acquérir ou céder d'autres titres à d'autres signataires, mais toujours avant la transmission, jamais après. Et bien sûr, on peut donner les titres de la société interposée, puisqu'on a droit à 2 niveaux d'interposition. Voilà.